Coucou, c'est Karine. Hop. Bonjour, bonjour, bonjour. Allez, on va attendre quelques instants que vous arriviez jusqu'à moi. N'hésitez pas quand vous arrivez à me faire un petit pouce, un petit cœur, un petit like. Salut Nargis, coucou. Je suis contente de te voir là. Comment tu es? Comment tu te sens? On a communiqué tout à l'heure sur, il me semble, Instagram. C'est avec toi que j'étais tout à l'heure sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à partager ce live si vous sentez que ça peut contribuer. Donc aujourd'hui, je vais œuvrer dans argent, couple et sexualité. Voilà, ça me paraît être un sujet fort croustillant, très tabou. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir ensemble. Donc là, oui, je sens bon, je viens juste de me parfumer, Gilles. Je me suis parfumée. J'avais oublié, j'aime bien nager dans des effluves. Là, c'est un peu vanillé. Voilà, il y a une fleur blanche de fond qui me fait du bien. J'aime beaucoup. J'en ai beaucoup de parfums et j'aime bien choisir le matin ou le midi avec lequel j'ai envie de me laisser sentir. Coucou Michel, bienvenue Michel, bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le groupe Argent égale joie. Voilà, donc aujourd'hui, le couple, la sexualité et l'argent, comment ces deux énergies eh bien, interviennent forcément dans toute rencontre, dans tout couple. Donc ça peut être le couple amoureux, hein, le couple homme-femme, femme-femme, homme-homme. Ça peut être le couple parent-enfant également, hein. Nous créons des couples de relations avec beaucoup, enfin tout le temps, hein, on est en relation donc avec tout le monde. Et ce qui va être intéressant, salut Pascal, ça va être de voir un petit peu les liens, les similitudes qui existent entre ces deux énergies. Donc hier, pour rappeler un petit peu, je suis venue créer des liens entre l'énergie sexuelle, l'énergie d'argent et les abus. Donc forcément, j'ai un peu introduit le sujet d'aujourd'hui parce que les abus existent forcément dans les relations. Elles existent dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans les relations parents-enfants. Et j'en étais arrivée à vous dire hier que la sexualité est en fait comme une monnaie vivante. Vous voyez, c'est comme une énergie, la libido, c'est vraiment une monnaie vivante. Et en fait, la façon dont circule, je vous ai montré hier, la façon dont circule cette énergie, cette sexualité, qui est donc une monnaie vivante, et l'argent va dépendre vraiment de notre terreau, de comment on s'est structuré d'une façon psychique. Et donc, la sexualité et l'argent, soyons très honnêtes, ce sont les deux énergies, en tout cas, deux des énergies les plus tabous. Et bizarrement, ce sont les plus convoitées. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment synonymes de pouvoir, de puissance. C'est-à-dire que c'est grâce à ces deux énergies que les êtres humains ont cette sensation d'avoir du pouvoir sur l'autre, d'avoir du pouvoir dans le monde. Et c'est très intéressant de venir regarder comment ce pouvoir, cette puissance vient s'instiller en fait dans la relation humaine et comment quelquefois on se sert de ces deux énergies pour entretenir des relations de dépendance, de prise de pouvoir, de manipulation au sein du couple. Et je trouve ça extrêmement formidable de pouvoir regarder tout ça. Et je dirais que la sexualité et l'argent ne concernent évidemment tout. Dès qu'on parle sexualité et argent, j'entends souvent, moi, dans mes séminaires, ça vous fait penser à quoi? Tout de suite, on va me dire, c'est le porno et la prostitution. Parce qu'effectivement, ces deux énergies sont mises à jour. C'est-à-dire dans la prostitution, on échange du sexe contre une rétribution financière. Et dans le porno, c'est pareil. On achète donc des films. L'argent et le sexe sont mis à jour. Mais il n'y a pas que dans ces espaces où la sexualité et l'argent voyagent dans le couple.
Voilà, on peut les retrouver également dans les clubs libertins, dans les femmes qui vont épouser effectivement des hommes en Afrique et qui se retrouvent effectivement à payer après à entretenir un homme. D'accord, on peut les voir aussi sur les noces de papier, c'est-à-dire où on va se marier pour voilà, c'est un arrangement, hein, il y a vraiment un arrangement. Également les dots. Hein, dans certaines traditions, eh bien, il y a encore des dots où eh bien, l'argent sert, entre guillemets, à vendre la femme. Et donc, pour le coup, elle est vendue en contrepartie d'échanges, forcément, de fluides corporels, l'argent liquide, enfin l'argent et donc le corps de la femme sont intimement reliés. Voilà. Donc, forcément, l'argent et la sexualité étant intimement reliés en tant qu'énergie, on peut s'interroger, on peut aussi se poser la question comment mon énergie sexuelle et mon énergie d'argent circulent dans mon couple actuel, dans ma relation à mes parents, dans ma relation à mes enfants et dans ma relation de couple actuelle, et surtout comment est-ce qu'elle a circulé jusqu'ici. Voilà. Et j'aime beaucoup, voilà, je lisais un article l'autre jour et j'avais vraiment envie de vous en partager un petit extrait qui est ici en fait de Paola Tabet, qui est une anthropologue italienne et qui dit en fait qu'il existe pour toute relation sexuelle une compensation économique et cela va de la prostitution au mariage. Et elle parle en fait dans cet article d'un continuum, c'est-à-dire que dans la prostitution, le troc entre guillemets est, je veux dire, c'est les deux énergies, c'est-à-dire on sait ce qu'on achète, c'est-à-dire que quand on arrive dans le mariage, comme on ne va pas parler d'argent, comme on ne va pas parler de sexe et que pourtant ces deux énergies circulent, eh bien il y a quand même à ce continuum de cette énergie d'argent et de cette énergie sexuelle qui est fort intéressante de pouvoir voilà, de pouvoir regarder à l'intérieur de son propre couple. Et moi c'est ce que je me propose en fait d'accompagner comme regard de bienveillance dans ce programme Argent égale joie. Forcément, parce que la joie, quand tu regardes un couple, très souvent, les problèmes de sexe traduisent forcément des problèmes financiers ou les problèmes financiers traduisent forcément des problèmes sexuels. Il y a vraiment en fait cet effet miroir entre ces deux énergies qui circulent d'une certaine façon par rapport au moule dont je vous ai parlé hier, hein, c'est-à-dire qu'entre deux personnes, on a deux moules différents, et entre les deux, que ce soit l'énergie sexuelle ou l'énergie d'argent, faut pas croire qu'elle va prendre un moule différent. Elle prend toujours le même moule. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans le couple, moi par exemple, je vais prendre mon exemple au départ, pour moi l'argent, ça m'a servi en fait de créer une dépendance à l'autre. C'est-à-dire que j'étais tellement en contact avec une forme d'impuissance à l'intérieur de moi, et c'est très souvent, c'est ce qu'on retrouve hein, dans notre civilisation, c'est-à-dire que les femmes se cachent très souvent derrière les moyens financiers de leurs compagnons. Et ça leur permet en fait, c'est-à-dire qu'il y a ce troc sous-jacent qui veut dire tu m'apportes la sécurité financière parce que je suis impuissante à métaboliser l'énergie d'argent et en contrepartie, je t'offre mon énergie sexuelle, je t'offre effectivement mon oui et mon non, d'accord, c'est-à-dire que le non et le oui, il y en a plus, c'est-à-dire qu'on devient à ce moment-là des objets. C'est comme une forme de location, je dirais, de location avec de l'énergie d'argent. Voilà, pour moi c'était très violent hein, de regarder cet espace-là, de voir à quel point, eh bien, cette continuité, vous voyez, ce continuum de prostitution, mais qui n'est pas dite comme ça dans le couple, mais qui existe. Ça existe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui se cachent, qui sont planquées derrière leur mari, parce que le mari, il y a encore cet archétype quand même que la femme est le sexe faible, soyons très honnêtes, hein. Même si il y a les féministes qui sont passées par là, même s'il y a eu quand même les femmes se réveillent et Dieu merci, voilà, il y a quelque chose, on est en train de reprendre
connaissance de notre bassin, nous sommes en train de reconnaître notre puissance dans nos grâles. Donc ça veut dire que quand on reconnaît notre puissance dans nos grâles, on peut rendre le désir de pouvoir de l'homme, lui rendre son désir de pouvoir sur nous, son désir de régner en fait sur nous d'une façon financière, de régner sur nous et de prendre possession de nos corps. J'ai partagé encore hier ou avant-hier une vidéo qui traite vraiment des viols conjugaux, à quel point c'est un sujet tabou. Pourquoi le viol conjugal existe? C'est parce que la femme n'arrive pas à affirmer ni son oui ni son non. Il y a quelque chose encore qui est tabou. Il y a encore des immobilités au niveau de l'énergie sexuelle, comme si en fait elle devait être le prolongement de la pulsion libidinale de l'homme et donc être au service de la pulsion libidinale. Et là, c'est très intéressant de voir qu'on a cette possibilité en œuvrant sur l'énergie sexuelle, eh bien, d'œuvrer également sur l'énergie d'argent, et donc à ce moment-là, de ne plus en fait être dans une dépendance horizontale, de peur de l'abandon, de la dépendance, un désir de valorisation personnelle, la volonté de puissance sur l'autre. C'est ce qui se joue vraiment dans le couple. Hein, on ne veut plus, c'est-à-dire que l'homme à ce moment-là, lorsque la femme se sujettise, il ne peut plus avoir du pouvoir sur, mais c'est être en puissance avec. Et c'est là vraiment toute la différence pour moi dans le couple éveillé, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce avoir du pouvoir en s'appuyant sur et en prenant le pouvoir de l'autre, mais on contacte chacun et chacune notre pouvoir intérieur et on grandit en parallèle en s'éveillant dans une autonomie. Et ça veut dire être autonome. Et je vois tellement de trucs, des trucs incroyables, quand les gens qui viennent à moi dans Argent égale joie, où j'entends, vous voyez, des femmes qui me racontent comment ça se passe dans leur couple. J'entendais l'autre jour un témoignage d'une femme qui me disait ben moi je vais jamais faire les courses pour m'acheter des vêtements parce que en fait ben, en fait elle n'a pas le droit. Enfin elle ne s'est pas autoriser le droit, c'est-à-dire que les vêtements elle n'a pas le droit de prendre du plaisir à s'acheter un vêtement pour se faire plaisir, et qu'en fait il y a vraiment cette son mari étant très dans le contrôle de l'énergie d'argent, en fait, elle s'est moulée totalement au désir de son mari qui a besoin de contrôler l'énergie d'argent, et que pour lui, le plaisir et l'argent, c'est compliqué, et qu'il ne faut pas qu'il y ait des dépenses qui soient, comment dire, du plaisir, donc inutiles, parce que le plaisir inconsciemment est inutile. Et donc, en fait, j'entendais cette femme qui disait, bah écoute, chut, comme si c'était un secret d'État, je me suis fait plaisir, je me suis acheté ce pantalon, et intérieurement je disais oh my God, il y en a encore, c'est encore là, c'est-à-dire le fait de demander la permission à l'autre de choisir de se faire plaisir. Mais c'est exactement l'inverse, hein. J'ai aussi, j'ai souvent aussi l'homme, j'en ai eu un, je sais plus il y a combien de temps, qui m'a dit bah écoute, moi pour faire ton programme, je ne peux pas je peux pas te dire oui ou non maintenant, il faut que je demande à ma femme. Et je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant. Le fait de demander à l'autre l'autorisation de pouvoir utiliser l'argent. Et très souvent, dans ce genre de cas, c'est qu'il y a un compte commun. C'est-à-dire que tout l'argent est mis en commun, et en fait, le couple, l'énergie du couple, tout est mis dans une bourse commune, et il y a fusion-confusion en fait des deux énergies d'argent. Et il n'y a pas cette autonomie en fait financière. Moi, je me souviens la première fois où, après avoir été mariée pendant une dizaine d'années à mon premier mari, je me suis offert le luxe de m'offrir, offert le luxe de m'offrir mon premier compte en banque en mon nom propre, et la joie de pouvoir mettre de l'argent dessus. Puis alors mon mari à l'époque il se foutait de ma gueule, il me disait t'es contente maintenant, t'as un petit compte avec des petits sous. Mais pour moi c'était vraiment, bon on a divorcé très peu de temps après pour la petite histoire, mais vous voyez c'est vraiment pour vous dire à quel point le fait d'avoir
un compte commun qui symbolise le couple, mais aussi un compte individuel qui va être le symbole de notre autonomie financière et de notre entité propre, pour moi, c'est hyper important. Ça traduit vraiment beaucoup de fonctionnement. Et j'aime aussi à regarder, moi qui ai divorcé 2 fois, qui me suis séparée 3 fois, mais qui est divorcée 2 fois, et qui est vu aussi et qui voit beaucoup de divorces, à quel point, quand nous rencontrons notre compagnon, de voir comment cette énergie d'argent s'est instillée dans le couple dès le départ, dès le premier partage, le premier resto, le premier verre. Est-ce que le compagnon, l'homme, la compagne a offert le verre? Est-ce que nous nous sommes laissés acheter? Est-ce que nous avons été dans cette puissance de pouvoir partager? Est-ce que, voilà, comment ça s'est instillé? De voir comment cette relation à l'argent a évolué dans le couple et de voir comment on a divorcé. D'accord? Donc ça, c'est hyper intéressant. Parce que finalement, quand il n'y a plus de lien amoureux entre un homme et une femme et que finalement on en arrive au divorce, ce qui reste finalement, là où le couple, en fait, les émotions non résolues vont continuer à se résoudre, c'est dans l'argent, la pension alimentaire, comment on se partage les biens financiers. Quand le sexe n'existe plus, il reste encore l'argent à régler, mais l'énergie sexuelle va être réglée à travers les enfants, la garde, et on voit des déchirements. Moi, j'assiste à des déchirements quelquefois vraiment au niveau financier, où on va se bagarrer telle chose, telle chose, telle chose, où on va demander une compensation à l'homme, enfin, voilà, les pensions alimentaires, de voir vraiment ce que ça traduit derrière. Quand l'homme, par exemple, va être hyper généreux et va donner beaucoup d'argent à une femme, pour moi, derrière, ça traduit, et c'est mon point de vue, hein, d'accord, ça n'appartient qu'à moi, mais c'est vraiment comme une culpabilité qui a besoin d'être effacée, comme une dette. Vous voyez, il y a comme une culpabilité qui a besoin d'être effacée. Et ce qui est très intéressant également, c'est quand une femme va demander des prestations compensatoires énormes, c'est de voir comment en fait, quand on demande une grosse quantité d'énergie, d'argent, moi je l'ai vu à travers beaucoup de divorces, et comment je continue à maintenir le lien finalement entre toi et moi par cette pension, par cette compensation alimentaire, par cette compensation-là. Et, euh, et ça vient vraiment nous chercher dans. Enfin, moi, j'ai eu des pensions alimentaires, je peux vous en parler, j'en ai eu pendant très longtemps. Donc, je connais vraiment, et c'est avec beaucoup d'amour que je vous en parle vis-à-vis de moi-même, qui ai vraiment été dépendant des pensions alimentaires pendant jusqu'à temps que mes enfants soient grands. Et maintenant que mes enfants sont grands, ben voilà, j'arrive en fait à métaboliser cette énergie d'argent, non plus en demandant, ben voilà, tu n'oublieras pas la pension alimentaire des enfants, etc., etc., même si c'est normal. Mais il faut voir, ce qui est intéressant, c'est de voir les émotions, le fait comment on entretient une relation, des aigreurs, des culpabilités, des énergies d'abus à travers l'argent. Et regardons vraiment, moi dans argent égale joie, ce que j'aime vraiment métaboliser avec les gens qui s'invitent et qui se choisissent pour traverser ce terreau-là, ça va être de faire vraiment le bilan dans toutes les relations qu'on a pu entretenir avec les autres. Quelles sont les dépendances que l'on a affectives, que l'on a traduites avec de l'argent? Quelles sont les dépendances affectives que l'on a traduites avec l'énergie sexuelle? Comment on a créé ces liens horizontaux? Comment on est capable de se soustraire de tout ça pour gagner en puissance? Alors ça ne veut pas dire couper tout d'un coup, hein, voilà, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire juste de poser une conscience bienveillante là-dessus, sur le mécanisme du couple, comment ça se met en place, comment est-ce qu'on en parle, comment est-ce qu'on n'en parle pas de sexualité et d'argent, comment justement cet argent et ce sexe rentrent dans l'énergie du couple, c'est-à-dire que le sexe et l'argent sont des énergies qui peuvent donner l'accès au règne de l'autre, et que souvent, en fait, comment dire, je rencontrais souvent des femmes qui vont utiliser leur énergie sexuelle en fait comme du chantage affectif. C'est-à-dire que la couette, le lit devient vraiment le lieu de chantage affectif où finalement
quand l'énergie d'argent ne circule pas entre un homme et une femme, c'est très souvent voilà, que ça circule pas non plus sous la couette. Voilà, je sais pas si ça vous parle, tout ce que je vous raconte. Euh, Comme je disais tout à l'heure, vraiment entre la prostitution et le couple, il y a vraiment, moi j'ai vraiment compris ça. Quand tu comprends ça, ce continuum, c'est-à-dire qu'entre la prostitution, finalement, bah, le cadre il est posé, le sexe contre de l'argent. Sauf qu'il faut pas croire que c'est parce que tu quittes l'argent, tu crois quitter l'énergie d'argent et l'énergie du sexe que ça n'existe pas dans la relation de couple. Ça existe dans la relation de couple. Chose que nous on n'apprend pas à faire, c'est à parler de nos besoins, à parler de sexe, à parler d'argent et à voir et à regarder comment nous fonctionnons, comment nous nous sommes structurés psychiquement dans l'énergie d'argent, comment nous nous sommes structurés dans l'énergie sexuelle et de pouvoir en fait l'un et l'autre voir que c'est pas parce que l'autre il a besoin de faire la fourmi qu'il a forcément tort. Parce qu'on va se servir en fait des différences dans le couple, de différences de l'autre. À la fourmi et la cigale, comme par hasard, dans les couples, ils arrivent toujours à se rencontrer, la cigale et la fourmi, et ça crée des désaccords. Et l'un et l'autre, en fait, quand on regarde bien, ils ont raison l'un et l'autre. Ils ont raison dans leur terreau. C'est juste, en fait, comment est-ce qu'ils s'appuient sur l'énergie d'argent pour l'un se faire plaisir et, comment dire, avoir des compulsions d'achat pour remplir des vides intérieurs et comment l'autre, dans la rétention d'argent, se sécurise grâce à l'énergie d'argent. Et on retrouve exactement la même chose dans l'énergie sexuelle. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des petits commentaires? Coucou. Alors, Mélanie, tu dis, quand il n'y a qu'une seule personne qui gère le compte commun et qui est toujours demandeur de faire le point, cela signifie quoi? Alors, c'est intéressant parce que pour moi, ça veut dire que l'énergie, entre guillemets, l'énergie du couple repose plus sur l'un que sur l'autre. Ouais, moi, par exemple, dans mon cas, c'est ce cas-là. Mais si je regarde par exemple au niveau de l'énergie sexuelle, je dirais que en fait c'est moi qui suis en fait la détentrice de mon désir et l'homme propose, la femme dispose. Et en fait, moi j'ai cette sensation en fait d'être passée en fait de l'autre côté où finalement je suis en contact avec mon désir et ma puissance et donc pour le coup, ça me laisse l'occasion de pouvoir proposer beaucoup plus facilement et aisément à mon partenaire, d'accord? Et je lui fais un état des lieux récurrent donc de ma libido. Je lui fais un état des lieux récurrent du compte commun. Quand il y a besoin d'argent, je lui en demande, il n'y a jamais de problème. Quand il n'y en a pas besoin ou quand moi voilà, vous voyez, on met tous les deux la même chose dessus et puis ça vit comme ça. Mais c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça traduit derrière. Regardons le pouvoir que ça donne. Voilà, c'est vraiment ça. Celui qui gère tout le temps les comptes, quel est le pouvoir que ça lui donne? Est-ce que, par exemple, pour la femme qui veut gérer tous les comptes, est-ce que c'est pas une façon aussi de contrôler la jouissance d'accord? De contrôler l'argent. Et puis finalement, quand je suis dans le contrôle, eh bien, je vais transférer donc sur mon partenaire ou sur ma partenaire. Alors, enfin, je fais pas de différence entre les couples hétéros et les couples homo. Eh bien, cette forme de castration psychique et le fait de contrôler en même temps l'énergie de l'autre. Donc, c'est à un moment donné, en fait, de vraiment regarder avec une bienveillance amoureuse, comment nous fonctionnons. C'est pas ici le but de se juger ni de se condamner. Ça va être de regarder nos fonctionnements. Et une fois que ces fonctionnements sont mis à jour, ben c'est de pouvoir, une fois que ce qui est vu n'agit plus dans l'ombre. Voilà, tout simplement. Et c'est, par exemple, si je remarque que c'est toujours moi qui suis en train de contrôler le compte commun,
Et si ça déséquilibre le couple, ici je vois que ça crée une tension, bah, c'est de pouvoir proposer un espace de parole où on va pouvoir parler de ce compte commun, que l'un et l'autre peut aussi, enfin je sais pas, est-ce que vous posez la question, nous dans mon couple, chacun a son autonomie financière, on gagne quasiment la même chose l'un et l'autre, lui il est salarié, moi je suis en autonomie, enfin je gagne un peu plus que lui, je pense, quoique si j'enlève les charges, voilà, tout est relatif, ne confondons pas chiffre d'affaires et bénéfices. Mais voilà, c'est intéressant de voir comment vous discutez de votre argent. Je lui demande souvent, c'est comment pour toi financièrement parlant en ce moment, t'es comment, ça se passe comment sur tes comptes. On est très transparent, moi je lui envoie également mes comptes, il n'y a aucun problème quoi. Et je vois que dans mon couple, parler de sexualité, de plaisir, de nos désirs et de voilà, comment la libido, on la sent, comment ça se passe, parler de nos frustrations, nos attentes, nos besoins, et de trouver un espace où ça peut s'entendre, sans être dans l'accusation que le problème vient de l'autre, mais de partir de soi, de dire voilà où j'en suis dans mon énergie d'argent, voilà où j'en suis dans ma libido, et toi, c'est comment? Et à partir de commencer pour moi, commencer pour toi, comment on fait pour se rencontrer d'une façon écologique, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petit message? Siam, tu me dis c'est très clair. Cathy, bah oui, trop tard. Ouais, Cathy, je comprends ton espace. Marie, tu dis notre couple est au cœur de ces deux domaines, argent et sexualité. Nous avançons et nous te rencontrerons sans hasard. Ok, merci. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre questionnement concernant cette énergie d'argent, cette énergie sexuelle. euh, à quel point, comment dire, je remarque aussi à quel point l'oreiller, la couette, la couche commune est souvent l'endroit où se cristallise le plus de culpabilité et d'évitement. Regardez comment vous vivez votre couple. Est-ce que le soir, quand tu dois aller rencontrer ton chéri au lit, quelle est ton énergie? Voilà, de rencontrer l'autre dans l'intimité. Voilà, de voir, ben, est-ce que vous en profitez pour parler ou est-ce qu'au contraire, vous évitez de vous rencontrer en étant conscient, c'est-à-dire est-ce que l'un et l'autre, vous retardez le moment d'aller vous rencontrer dans l'intimité pour ne pas avoir à rencontrer les difficultés de l'intime, tant au niveau de l'argent qu'au niveau sexuel. C'est toujours très intéressant de voir comment sous la couette, comment dans le lit, dans le non-verbal, euh, toutes les tensions émergent, l'évitement de la couche commune, quelquefois, c'est juste incroyable comment ça traduit des inconforts. Voilà. Euh, voilà, laissez-vous sentir ce que je suis en train de vous dire là. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à cette énergie sexuelle, l'argent et le couple? Donc, si tu te sens la joie d'avancer vers plus de conscience, tant dans ton énergie sexuelle que dans ton énergie d'argent, que tu sens qu'en conscientisant tes propres espaces, eh bien, tu vas pouvoir créer chez l'autre, lui rendre son propre pouvoir et on va pouvoir grandir ensemble, c'est-à-dire nourrir un espace commun qu'est le couple, mais être aussi dans une forme d'autonomie tant sexuelle que financière. D'accord? Est-ce que voilà, est-ce que tu comprends que quand tu agis sur toi, tu agis forcément, entre guillemets, sur l'autre, parce que tu lui permets de reprendre son pouvoir et sa puissance. Voilà. Et c'est là-dedans qu'on œuvre dans Argent égale joie. Au moins dans tout ce qui va être creuset et relations de couple, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup à libérer dans nos bassins, dans nos espaces psychiques, de toutes ces dépendances affectives, de toutes ces peurs de l'abandon, de toutes ces énergies de rejet, de toute cette volonté de règne ou de puissance et de manipulation perverse qui prennent le biais de la sexualité et qui prennent le biais de l'argent. Voilà. Regardez comment vous vous êtes rencontrés. Juste une petite clé, une petite astuce. Regardez comment vous vous êtes rencontrés. Regardez comment l'énergie sexuelle et l'énergie d'argent ont circulé.
dans votre couple. Et regardez comment ça circule aujourd'hui, regardez l'histoire. Et tout ça, ça vient vraiment parler au niveau du deuxième chakra. Autre petite clé de voir au niveau de notre hara, sous le nombril, de voir vraiment cette... Le chakra numéro 2, c'est cette capacité que nous avons à être en lien avec l'autre. C'est le lien. Et si ce lien-là, comment dire, si ce lien originel, quelquefois nos parents étaient dans une relation un peu névrotique, comment ce lien-là, nous sommes nous aussi capables de le réparer, le lien donc dans le couple, le lien de couple, le lien à l'argent, le lien à l'enfant, le lien aux parents, le lien, voilà, être en lien, c'est voilà que deux créent une relation et c'est de regarder en fait comment cette relation, comment elle se vit et ça demande beaucoup de courage. C'est pour ça que je dirais que vivre en couple, c'est un défi pour moi, être en couple et être parent. C'est un défi initiatique de rencontre avec soi-même qui, pour moi, est le plus fort qui puisse exister. Voilà. Pour moi, le couple, réussir à vivre en couple et être parent, il n'y a aucune école pour ça, d'accord? C'est juste un chemin initiatique qui nous permet de découvrir au fur et à mesure, eh bien, nos vides et nos manques, nos dépendances, nos besoins de castration, nos besoins de pouvoir sur l'autre. Euh, et ça demande beaucoup d'humilité et beaucoup de courage d'accepter de regarder ça en toute bienveillance, euh, et bien à la fois pour prendre autonomie, pour être autonome, et surtout aussi pour rendre le pouvoir à l'autre. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous invite à me rejoindre, à nous rejoindre. On a déjà un groupe qui s'est composé dans Argent égale joie. Et je suis vraiment toujours touchée et honorée par cet élan de transformation qui vous anime toutes et tous. Si vous êtes toutes et tous là avec moi, là on est 35, 36 maintenant, c'est que vous êtes animés par cet élan de transformation. Et que sachez, moi ce qui m'a vraiment confortée d'être toujours dans ce partage-là, c'est-à-dire que c'est prise de conscience que l'on s'autorise à avoir, à alchimiser dans nos cellules, parce que c'est pas tant la prise de conscience intellectuelle, c'est-à-dire que là, je suis en train, entre guillemets, de nourrir. Vous savez, on est un peu, je fais un peu la maîtresse d'école, là, hein, soyons très honnêtes. Ok, mais c'est pas le temps d'écouter le discours. Après, c'est comment dans la marmite, tu mets tout ça à l'épreuve. Et moi, je suis toujours impressionnée de voir à quel point il est nécessaire de se mettre en situation, de se mettre, de se mettre à l'épreuve, dans l'éprouver, voilà. C'est-à-dire la prise de conscience est une chose, mais c'est comment après, dans la mise en action, comment je pose des actions nouvelles pour transformer mon subconscient inconscient et gagner justement en estime de moi, en puissance, en alignement. Oui, on vous parle tout le temps d'alignement, mais l'alignement, c'est juste ça, c'est arrêter d'être un maximum, d'arrêter d'être dans ces dépendances horizontales, enfin, du moins, c'est pas les arrêter, mais les conscientiser et les mettre au service de la verticale. On vous parle d'ascension et de verticalité. La verticalité, c'est ça. Ok? Donc, ça demande du cœur, du courage, l'élan. Ça vous demande de vous dire oui pleinement. Alors Pascal, tu dis, et quand on vit une relation à distance, c'est difficilement accessible de partager ces discussions. Le plaisir de se retrouver prédomine. Ouais, mais justement, c'est très intéressant. Est-ce que justement le plaisir, le plaisir de se retrouver, quelquefois, en fait, c'est ça. On croit qu'on tombe amoureux de tout ça, de tout ce qui va être la vibration de la lumière. Ah, je suis amoureuse et tout machin. Moi, je pars du principe qu'on tombe amoureux de l'ombre, de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on rencontre les vides, notre inconscient et l'inconscient de l'autre, ces vides psychiques et les miens, ça fait ça. D'accord? On tombe pas forcément amoureux de la lumière, c'est exactement qu'est-ce que l'autre. Moi, quand je suis tombée amoureuse de mon chéri, je savais exactement de qui je tombais amoureuse, hein. Je voyais très bien mes propres vides, mes propres peurs, et je voyais très bien là où il allait m'emmener.
Voilà, et j'ai dit oui à ça. Alors évidemment, hein, c'est très compliqué pour l'ego, hein, parce qu'il va essayer de rendre responsable. Alors c'est un manipulateur pervers, il est ceci, il est cela, on va remettre la cause, on veut mettre la cause sur l'autre, de nos propres peurs, de nos propres dysfonctions. Mais c'était juste l'homme parfait pour m'emmener dans un espace de résilience auquel j'aurais jamais pu avoir accès si j'avais choisi quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est bien d'être dans le plaisir, c'est bien, c'est super, ces feux d'artifice, c'est normal. Mais il y a un moment donné, est-ce que ce feu d'artifice, justement, plus la lumière est grande, plus l'ombre au tapis derrière est grande aussi. Soyons très honnêtes. Plus on entretient le côté lumineux, ah, on est des âmes sœurs, c'est tellement beau, on vibre sur le même diapason et tout machin. Ok, regarde derrière l'envers du décor. Voilà, regarde derrière l'envers du décor, regarde l'ombre de l'autre, mais ne la regarde pas en la jugeant, c'est-à-dire que l'ombre de l'autre est en totale résonance avec nos propres ombres. Et c'est ça qui est juste génial et initiatique dans la relation de couple. C'est qu'on choisit toujours parfaitement l'homme parfait ou la femme parfaite pour nous rencontrer au mieux. Sauf qu'on on va résister longtemps. Voilà. On va résister longtemps à reconnaître l'autre comme étant le plus beau messager, surtout quand il est manipulateur pervers, d'accord? Donc, derrière chaque manipulation pervers, il y a un acte d'amour caché. Je sais que pour l'ego, c'est très difficile à entendre, mais moi qui viens de cet espace-là, qui ai vécu ça dès ma plus tendre enfance avec mon père, qui était un manipulateur pervers, comment dire, derrière ça, en fait, derrière chaque manipulation, qu'elle soit faite à travers l'argent, à travers le sexe, en fait, chaque manipulation est juste un cadeau d'amour à récupérer pour soi. Plus la manipulation est forte, plus la quantité d'amour de soi est immense à récupérer derrière. C'est comme les deux pièces. Vous voyez, c'est comme manipulation, amour. C'est comme ça fait un. Ça fait un. Sauf que au départ, très souvent, on est dans le déni. Moi, je vois beaucoup de femmes qui vivent des situations de manipulation. Elles n'en sont même pas conscientes. Elles sont dans le déni. Elles ne voient pas. Elles sont dans la résistance de regarder la manipulation dans laquelle elles sont. Et quelquefois, on peut mettre des années, voire toute une vie, pour observer, pour accepter de voir le stratagème de manipulation dans lequel on est tombé. Et la chute, elle peut être vertigineuse, hein, alors quelquefois, elles ne le font pas du tout, hein, elles meurent comme ça. Même les hommes, hein, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Mais il y a un moment donné où, eh bien, quand on ouvre les yeux sur qui je suis et le pouvoir à qui j'ai donné et tous les interdits, tous les non-désirs que j'ai alchimisés, toutes les non à la vie, tout le pouvoir que j'ai donné à l'autre, faut beaucoup de courage pour ouvrir les yeux, hein. On appelle ça, c'est la sortie de déni, d'accord? Et suite à la sortie de déni, eh bien, ça va être de pouvoir affirmer des non, pour pouvoir, vous voyez, créer comme des frontières. Des frontières, non. Et c'est ce qui s'est passé avec MeToo et Balance ton porc. Et voilà, c'est ce que j'aimerais que certains hommes aussi puissent vivre dans certains abus qu'ils vivent aussi avec des femmes. Il y a des femmes qui battent leurs hommes, il y a des femmes qui dévalorisent leurs hommes. Il y a aussi beaucoup d'hommes massacrés, soyons très honnêtes, qui vivent des horreurs. Mais derrière chaque horreur, chaque manipulation perverse, il y a vraiment une quantité d'amour que l'on est capable d'aller récupérer en se sujettisant. En disant non, en disant stop, c'est le premier acte d'amour que l'on peut s'offrir. Et le manipulateur pervers et la manipulation existent pour que l'on apprenne à se dire oui à nous. Alors je sais, quelquefois, ça peut être un peu compliqué. Voilà, je comprends parfaitement, hein, parce que pour l'ego, c'est juste insupportable. Il y a tout l'espace de la colère à traverser, tout l'espace de la tristesse, et ça peut durer des années. Moi, j'y suis passée, donc ça peut durer des années. Et à un moment donné, quand on voit qu'on a tout écumé, la colère, la tristesse, hein, de cette manipulation horizontale, dans lequel, eh bien, on s'est laissé embarquer, eh bien, à un moment donné, il y a comme une étincelle qui dit, ok, mais finalement, le fait, quel honneur de moi, quelle estime de moi j'ai récupéré en sortant du déni, en acceptant de dire non,
en acceptant de libérer ma colère, en acceptant de me laisser traverser par toutes les émotions auxquelles j'avais dit non. En fait, tout ça, c'est juste de l'amour de soi. Voilà, c'est juste de l'amour de soi. Donc c'est important de traverser toutes les étapes et de n'en sauter aucune. Et quelquefois même, on peut revenir, hein, même après avoir, entre guillemets, pardonné ou accepté les agissements de son bourreau, on peut avoir des remontées, bloup, bloup, des petites remontées qui nous indiquent sur un espace qui n'a pas été encore apaisé. Voilà, et qui a besoin d'être soigné par nous-mêmes. C'est ça, reprendre le pouvoir. C'est se soigner soi-même, s'apporter ce qu'à un moment donné, on n'a pas pu. Hein, c'est comme si on s'est laissé déposséder d'un espace de nous pour survivre. Sauf qu'à un moment donné, que ce soit avec l'énergie d'argent ou l'énergie sexuelle, on est capable d'aller récupérer ce morceau. Il n'y a aucun espace de nous, morceau de nous, dont nous avons accepté de nous séparer, dont nous ne sommes pas capables de récupérer l'essence. Voilà. Pascal, tu dis le manipulateur pervers dont je l'ai accusé, bien sûr, m'a fait prendre conscience d'une blessure narcissique. Je pense que c'est juste. Mais oui, on a tous et toutes en nous une blessure narcissique, plus ou moins visible. Moi, je suis totalement en conscience et en connexion avec ça, avec ma blessure narcissique. Après, l'invitation, c'est de ne pas la condamner ou dire ah, quand même, Karine, tu te mets encore en vidéo. Voilà, je veux dire, mais qu'est-ce qui m'anime derrière? Regardons qu'est-ce qui anime la blessure narcissique. Je t'invite à regarder qu'est-ce qui anime, parce que j'aime beaucoup, moi, cette blessure-là. Est-ce que c'est à besoin de reconnaissance? Est-ce que tu as besoin d'être aimé? Est-ce que tu as besoin de survivre? Est-ce que pour toi, c'est vital? Vous voyez, vraiment de survivre. Ou est-ce que, au contraire, tu as cette sensation d'être en lien du cœur et que finalement, tu utilises, entre guillemets, cette blessure, ok, pour être en lien aussi, parce que tu regardes avec bienveillance cette blessure, donc en la regardant avec bienveillance, finalement, elle peut être au service. Elle peut être au service. Mais tant que tu es encore dans le déni de ce qui est caché derrière ta blessure narcissique, c'est difficile d'aller regarder l'autre tel qu'il est, en tout cas. Pour moi, plus je me regarde avec humilité, et me voir à quel point mon petit personnage se débat encore avec des aspects horizontaux et que c'est ok, je suis venue pour ça, je suis venue vivre ça. Alors mon orgueil spirituel de temps en temps, il dit non, alors attends, je t'explique, moi la débâcle horizontale, j'en ai plus rien à foutre, j'aimerais bien retourner dans le grand tout, ok. Mais en attendant, c'est comment justement réussir à mettre de la joie, comme si en fait, j'aime beaucoup cette image du père et du fils. Le père qui observe en fait son fils se débattre, sa fille se débattre, non, j'en ai marre de ce plan horizontal ou de toutes ces dépendances ou de ce coronavirus, j'en ai marre de tout ça, autant repartir dans le grand tout, ça fait partie du jeu, ne soyons pas dupes. Enfin moi j'ai un papa intérieur, j'ai un père intérieur qui a beaucoup d'humour et qui me regarde avec beaucoup de bienveillance. Voilà, et qui se marre bien, me dit mais oui ma chérie, je comprends, c'est normal, voilà, c'est normal. Et finalement quand je dis à cette part-là c'est normal, ben finalement ça fond, il n'y a plus besoin de lutter contre. Acceptons-nous comme nous sommes. Voilà, je vous dis au revoir, je vous donne rendez-vous demain, je ne sais plus quel est le thème demain, au plaisir de partager avec vous. Je vous ai mis en lien donc le programme Argent égale joie. Si tu sens que tu as besoin de venir te rencontrer dans un terreau alchimique, bienveillant, avec beaucoup d'humour. Moi j'ai beaucoup d'humour. Pour moi l'humour c'est hyper important. Ça met l'humour, c'est le cœur qui s'ouvre, qui permet en fait de faire glisser là où l'ego a tendance à mettre du raide et du carré et du coincé. Ça permet, vous voyez, c'est comme dans une pénétration quand même, c'est vachement plus facile quand ça glisse et quand je dirais c'est le lubrifiant pour ego, l'humour. Je vous dis à bientôt, à demain midi pour plus de conscience. Ciao, ciao, ciao. Love, we love, I can't get enough.